Ces hommes parcourent des milliers de kilomètres de vaste étendue, à pied ou en traîneau à chien. Ils appréhendent les contrebandiers et les braconniers. Ils distribuent des rations alimentaires aux personnes dans le besoin. Ils combattent les feux de forêt. Le cas échéant, ils immobilisent des fractures, font l'extraction de dents et s'occupent même des accouchements. Ils sont les agents de la Newfoundland Ranger Force. La mise sur pied de cette force remonte à 1935. Terre-Neuve et le Labrador traversent de grands bouleversements. La commission de gouvernement de Terre-Neuve est entrée en fonction l'année précédente. L'un de ses mandats consiste à améliorer considérablement les services sociaux offerts à la population. C'est une tâche colossale. La majorité des habitants vivent dans de petits villages isolés et disséminés dans les zones côtières. Ceux-ci sont difficiles d'accès et complètement coupés du siège du gouvernement situé à St. John's. La commission de gouvernement de Terre-Neuve entend remédier à la situation par la mise sur pied de la Newfoundland Ranger Force. Ces agents patrouilleront toutes les régions de la colonie dont ils ont la responsabilité, à l'exception des centres urbains, c'est-à-dire la péninsule d'Avalon, Corner Brook et Grand Falls. Ces agglomérations relèvent de la force constabulaire de Terre-Neuve. Les agents assureront la liaison entre le gouvernement et les gens vivant dans les villages isolés. Le recrutement s'amorce à l'été 1935. Les conditions d'admission sont très exigeantes. Les stagiaires doivent avoir entre 21 et 28 ans, mesurer au moins 1,75 m et être en bonne condition physique. Ils doivent, de plus, posséder 11 ans de scolarité. Cette dernière condition écarte de nombreux citoyens de la colonie qui se portent candidats. Toutes ces nouvelles recrues sont obligatoirement célibataires. Un agent désireux de se marier doit en demander l'autorisation à son supérieur. Il doit cependant avoir accumulé 5 ans de service avant d'obtenir cette autorisation. Celui qui osa se marier sans l'autorisation risque d'être congédié. Les recrues reçoivent leur affectation après une formation de 3 mois. Le nombre de détachements augmente au fil des ans, passant de 19 en 1935 à 40 en 1939, puis à 46 en 1949. Surtout, plusieurs détachements sont en poste au Labrador, un territoire que les gouvernements précédents n'ont cessé de négliger. De nombreux détachements ne comptent qu'un seul agent. Chaque homme doit surveiller un immense territoire. Des restrictions budgétaires les poussent toutefois à choisir les moyens de transport les plus économiques pour accomplir leur mission. Ils se déplacent donc à pied, en traîneau à chien ou en bateau. Les agents ne disposent que d'un petit nombre de motocyclettes et de voitures. Elles sont réservées aux endroits dont la population est plus importante, comme ceux de Deer Lake, Badger et le long du littoral de la péninsule de Burin. Au cours de la première moitié de 1944, Francis Hannon du détachement de Flowers Cove parcourt 1806 km de territoire. Dans son rapport, il déclare s'être déplacé à pied sur 153 km, en bateau sur 628 km et en traîneau à chien sur 1025 km. Cette situation était semblable pour les autres détachements. Loin de leurs collègues et de leurs supérieurs, ces hommes doivent être en mesure d'affronter toutes les situations. Parmi les nombreuses fonctions qui leur sont confiées, il y a celle de garde forestier pour le ministère des Ressources naturelles, d'enquêteur criminel pour le ministère de la Justice, de responsable de la prestation de l'aide gouvernementale pour le ministère de la Santé et de l'enregistrement des armes à feu pour le ministère de la Défense, sans parler de la chasse aux contrebandiers pour le ministère des Douanes. Il s'occupe également de vérifier l'état des sentiers et des portages pour le ministère du Tourisme. Si certaines de ces tâches sont simples, d'autres par contre sont plus délicates. Durant la Grande Dépression, c'est à eux que revient la responsabilité de choisir les bénéficiaires des rations alimentaires. Ils sont confrontés à des situations très difficiles. Contrairement au gouvernement, ils constatent la grande misère qui afflige les villages isolés. Plusieurs d'entre eux distribuent des allocations de secours supérieures à celles approuvées par le gouvernement. L'un d'eux est John Brown de St. Anthony. Voici un extrait de son journal personnel. Mardi, le 23 janvier 1936. J'ai reçu un télégramme du ministère de la Santé et du Bien-être public. Je cite. « Le gouvernement ne peut pas accorder toute l'aide que vous demandez. N'aidez que ceux qui sont dans une misère extrême. Vous serez tenus responsables. » J'ai répondu « Pauvreté épouvantable tout le long de la côte. Le respect de cette directive
entraînera du désordre social et je démissionnerai avant de m'y conformer. » Le gouvernement recule devant la menace de démission de John Brown. Il poursuit la distribution des allocations gouvernementales. Les agents doivent rédiger un rapport mensuel. Les nombreux sujets traités nous dévoilent de nombreux aspects de la société et de la vie quotidienne à Terre-Neuve et au Labrador dans les années 1930 et 1940. Ils nous donnent aussi un aperçu des enjeux importants auxquels on fait face de différentes collectivités. Agent de la force publique S.M. Christian, détachement de Battle Harbor. Situation en avril 1945. Ce mois-ci, la plupart des hommes participent aux activités préparatoires de la saison de la pêche. Repriser les filets, réparer et construire des bateaux. La construction des 14 embarcations à moteur entreprises pendant l'hiver est terminée. Elles se révéleront d'une grande utilité dans la flotte locale de petits bateaux. La migration en grand nombre vers le nord de laiders à tête grise et de laiders à duvet s'est amorcée également en avril. De nombreux oiseaux ont abouti dans l'assiette de la population locale. Dans la péninsule de Buren, l'agent Samuel Drover doit aussi garder l'œil ouvert sur les contrebandiers qui s'approvisent en alcool à partir de l'île française de Saint-Pierre. Situation en décembre 1944. Un été plutôt tranquille a permis aux membres du détachement de mener à bien leurs enquêtes et de fermer enfin les dossiers de contrebande d'alcool encore en suspens. Comme prévu, des incorrigibles se sont rués vers le territoire français pour en ramener de l'alcool. Leur prouesse n'a été que de courte durée, puisqu'ils ont été capturés quelques heures plus tard et l'alcool confisqué. Les agents doivent parfois effectuer des secours d'urgence médicale. Les infirmières et les médecins sont généralement absents des régions rurales. La formation des agents leur permet donc d'apporter les premiers soins. Ils sont appelés à extraire des dents, à faire des points de suture, à retirer un crochet enfoncé dans la main d'un pêcheur et à immobiliser une fracture au moyen d'une attelle. Certains se transforment en sages-femmes. C'est ce qui arrive à l'agent Norman Crane lorsqu'il amène une femme enceinte en bateau à Baie-Argent. La mer était agitée. Je présume que le mal de mer et bien d'autres circonstances ont précipité la naissance. Bref, l'enfant est venu au monde, que nous le voulions ou non, au moment où nous arrivions à destination à Baie-d'Argent. Alors que nous contournions le cap, je crois bien que je criais d'aller chercher la sage-femme. Lorsque nous avons touché la berge, elle venait déjà à notre rencontre. Finalement, le bébé a survécu. La mère a survécu et j'ai survécu. C'est ma seule expérience comme médecin, sauf pour panser des coupures et autres plaies. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939 augmente la charge de travail des agents. Ils doivent faire respecter les consignes d'extinction et de camouflage des lumières, patrouiller les zones côtières pour détecter la présence de sous-marins, arrêter les déserteurs et prendre part au recrutement pour les forces armées. Après la guerre, le gouvernement demande aux agents de rendre compte en secret de l'opinion de la population sur des questions politiques. La population veut-elle l'union avec le Canada? Préfère-t-elle le retour à un gouvernement responsable? Était-elle satisfaite de la commission de gouvernement? En 1948, les habitants de Terre-Neuve et du Labrador votent pour l'unification avec le Canada. Elle est approuvée par une mince majorité. Le nouveau gouvernement provincial abolit la Newfoundland Ranger Force. C'est la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui allait prendre la relève. 56 agents sont alors en service. De ce nombre, 52 se joignent à la GRC et 4 s'abstiennent. Et jusqu'à sa dissolution le 31 juillet 1950, 204 hommes avaient servi comme agents de la Newfoundland Ranger Force.